Alors, contre toute attente, un documentaire sur Teddy Riner a fait un petit peu de bruit sur le feed game francophone. À savoir, il y a Rudy Koya qui s'est exprimé à propos de ce documentaire et qui a dit qu'il trouvait que c'était assez inadmissible que finalement l'athlète préféré des Français ne soit pas un athlète, dans le sens où Teddy Riner, selon lui, n'affichait pas des valeurs très sportive. En tout cas, Marvel a répondu en remettant un petit peu les pieds sur terre en disant franchement, c'est un athlète, mais c'est aussi un être humain et il a gagné quand même 10 médailles d'or, ce qui est rare, on va dire, au minimum dans le sport français. Enfin, pas que 10 médailles d'or, hein, je veux dire 10 fois champion du monde. Je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup de regarder le documentaire et comme j'ai envie de faire du contenu, quoi, je me dis tant qu'à faire, autant le mettre sur ma chaîne YouTube pour après en parler. Je pense que Rudy, on en a discuté un petit peu en privé, parce que je l'ai un petit peu taquiné sur une story Instagram et il a répondu. Et en gros, lui, son truc, c'était vraiment le documentaire, c'était pas vraiment la personne. En fait, il trouvait que c'était vraiment pas orienté pour, comment dire, inspirer les gens. Et après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, hein, mais moi, peut-être que je donnerai un petit peu mon avis là-dessus, mais je suis pas là pour dire oh là là, Rudy s'est complètement trompé ou quoi que ce soit, ni Marvel d'ailleurs, je suis en bon terme avec les deux. Juste, je vais donner mon propre avis sur ce documentaire-là et peut-être expliquer un ou deux trucs si jamais, voilà, je comprends un peu ce qu'ont voulu faire ces préparateurs physiques, ça peut être intéressant. Voilà. Ah oui, et du coup, je disais, j'ai cru comprendre que c'était un passage qui était problématique de voir quelqu'un qui pousse Teddy Riner dans son dos pendant qu'il commence à se remettre à faire du vélo. Bon, Teddy Riner, c'est un mec qui doit faire 140 kilos. 140 kilos, c'est pas rien à déplacer sur un vélo. Et si jamais il doit reprendre l'entraînement par le vélo, je pense que c'est justement parce que c'est pas traumatisant pour ses articulations. Et si ça devient trop traumatisant pour son système de récupération globale, ça sert à rien. Donc il vaut mieux l'aider, quoi. Il vaut mieux faire en sorte qu'il puisse faire ses sessions correctement. Donc c'est pas plus mal pour son coach d'avoir fait ça. Faut pas oublier que ce sont ses entraînements de reprise. Encore une fois, je ne critique pas ce qu'a dit Rudy, hein. Je dis juste que si on voit ça et qu'on se dit oh c'est pas un sportif et tout, bon, le but des préparateurs physiques, et c'est là-dessus que je vais apporter un éclairage, le but des préparateurs physiques, c'est pas d'éclater la gueule du coaché dès qu'il revient. Il faut le faire rentrer progressivement. Donc je trouve que c'est totalement justifié de justement l'aider et de faciliter les choses. Quand on reprend et qu'il est pesé, c'est The Number of the Beast, hein, c'est ça, 666. Putain, il faisait 166 kilos. Je crois qu'il fait 2 mètres, quelque chose comme ça. 166 kilos. C'est balèze. C'est vraiment pas mal. L'enjeu quand il est en surpoids, c'est le mettre dans des situations qui vont le faire détester d'être gros. Ça c'est intéressant ce que dit le préparateur physique. Il dit oui finalement on va essayer de le faire détester être gros pour qu'il ait envie de changer tout seul. Et c'est pas anodin. Dans la préparation physique, il y a un énorme aspect mental en fait. Et on a souvent tendance à le sous-estimer parce qu'on s'intéresse beaucoup aux performances physiques, aux perfs, au concret, au tangible. Mais en réalité, un athlète mal préparé mentalement, il sera 10 fois moins performant, même s'il a été super bien préparé physiquement, qu'un athlète bien préparé mentalement, mais mal préparé physiquement. On a surtout dans des activités comme ça, telles que le judo, où il faut être au-dessus de son adversaire par l'esprit pour espérer pouvoir gagner. Alors il profite de son stage au Japon pour repérer les lieux. C'est là qu'il va tenter de remporter une 3e médaille d'or olympique. Ah, le Nippon Budokan. Ça, celui-là, j'y suis allé quand je suis allé au Japon. Moi, j'ai vu les championnats du monde de kendo. C'est hyper impressionnant. Surtout qu'il y a eu un séisme quand on y a été. Donc, j'avais toutes les conditions idéales du Japon. C'est un bâtiment... je me permets une aparté. Enfin, un aparté, une aparté, je sais pas. Bref, franchement, si vous allez au Japon, allez voir une compétition sportive là-dedans. C'est quelque chose. Après, voilà, peut-être que moi, c'est juste parce que j'avais vu des centaines de compétitions de kendo qui se déroulaient là-bas et j'avais envie de vivre le truc. Mais
Mais je trouve que vraiment c'est un lieu particulier. Budokan, ça doit vouloir dire la maison du budo, enfin l'endroit du budo, et Nippon, ça veut dire le Japon. Donc c'est vraiment la maison du budo du Japon, c'est emblématique. Mais une décision qui est, quand on regarde le combat, l'arbitrage de l'époque, c'est quand même très très sévère. Si c'est pour le Japon, Teddy, il est champion du monde toute catégorie. Et là, j'ai les langues. C'est moi qui fais plus d'actions sur les cours, c'est moi qui fais toutes les actions. La vérité, je suis pas quelqu'un qui prend l'arme comme ça. Là, j'ai même pas de mots pour expliquer ça. Je me suis fait avoir, je me suis fait voler, c'est tout ce qui s'est passé. J'ai envie de dire, en kendo, on a plein de controverses par rapport à ça. Alors je sais, je vais me relier souvent au kendo, mais c'est assez proche du judo. On a plein de controverses comme ça au niveau de l'arbitrage des championnats du monde. Il y en a plein qui disent, bon, quand même, les Japonais gagnent tout le temps, est-ce que c'est vraiment normal? Enfin, ça déclenche des polémiques par rapport aux Coréens qui s'entraînent vraiment très dur pour battre les Japonais et qui n'ont jamais réussi à les battre encore une fois. Donc voilà, l'arbitrage dans les arts martiaux créés par les Japonais, c'est un sujet sensible. À l'époque, Christian Chaumont, entraîneur à Levallois, a une idée. Il décide de recruter Nico, un partenaire d'entraînement exclusivement pour Teddy. Du jamais vu dans le monde du judo. Je pensais pas que c'était possible d'avoir un partenaire d'entraînement dédié juste à toi. On a mis les moyens. On met pas les moyens dans beaucoup de choses en France au niveau sportif. Enfin si, on le fait, mais peut-être pas dans les sports que je côtoie. Mais quand on le fait, c'est impressionnant. Yann Morisseau, il est préparateur physique de Teddy. Attention, le physique, c'est un paramètre très important pour Teddy sur le champion olympique. Alors pareil, j'ai vu Rudy beaucoup critiquer la forme des mouvements de Teddy, mais en vrai, là, de ce que je vois, ça m'a l'air correct. Et il ne faut pas oublier que, comme on le voit là, on a vu quelques petits trucs, l'objectif d'un athlète, quand il se prépare physiquement, c'est de maximiser le taux de développement de force. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. On se fiche de savoir si tu soulèves très lourd. Donc ta technique, tant que tu ne te blesses pas, c'est pas un problème. Ce qui serait un vrai problème, c'est de ne pas être assez explosif. Parce que dans un combat, va pas falloir, sauf peut-être sur certaines prises en jiu-jitsu, quand tu vas vouloir étrangler l'autre, même en judo, il doit y avoir un petit peu de force comme ça, mais il doit le développer aussi. On a vu qu'il faisait du développé couché, des choses un petit peu plus lentes. Mais dans l'ensemble, dans un combat en particulier, ton objectif, ça va être d'aller vite pour percuter l'adversaire, pour avoir un bon jeu de jambes, le nerf de la guerre, encore une fois, en sport, c'est vraiment le taux de développement de la force. Et donc, il faut essayer de faire les mouvements les plus rapidement possible. Franck Chambly, il est entraîneur national depuis pratiquement 20 ans maintenant, et l'entraîneur de Teddy. C'est celui qui est sur la chaise olympique, c'est celui qui est le matin avec lui sur le tapis d'échauffement. Il est là pour Teddy sur le champion olympique et il fait pas semblant. Vous avez vu comme il est petit, l'entraîneur là? Je suis presque sûr, après, il doit être très fort en judo, etc. Mais je suis presque sûr qu'il n'a pas fait beaucoup de place en compétition en comparaison de Teddy Riner. Je suis presque sûr qu'il n'a pas réussi à avoir autant de médailles. En fait, c'est pas je suis presque sûr, je ne sais même pas si quelqu'un a eu autant de médailles que Teddy Riner, donc c'est facile de dire ça. Et pourtant, même s'il est plus petit, même s'il est moins costaud, moins doué génétiquement, c'est son entraîneur. Et il est très content de l'avoir comme entraîneur. Ça doit bien vouloir dire que, en fait, être un bon entraîneur, c'est pas forcément être un athlète hors pair. En fait, d'ailleurs, ça se vérifie chez beaucoup de préparateurs physiques de champions. Ce sont souvent des gens qui avaient une génétique moyenne, voire pas ouf, et qui du coup ont dû bosser comme des malades pour optimiser le maximum de ce qu'ils pouvaient. Et ça, du coup, derrière, le savoir qu'ils ont accumulé, ils le transmettent à leurs élèves qui deviennent des tueurs. Il fait pas Marrakech parce qu'il n'a pas senti que c'était le moment. Et tu peux faire confiance à ses sensations parce que c'est important de ne pas sentir le moment. Ça, c'est pareil. La décision d'un bon athlète, c'est pas d'aller tout le temps se battre. C'est d'aller se battre quand t'es prêt. Quand t'es à son niveau, en vrai, t'as beaucoup plus à perdre qu'à gagner si jamais tu fais les choses n'importe comment. Donc, lui, il va dans une compétition et il a raison uniquement pour prendre la première place. S'il ne sent pas qu'il est capable de prendre la première place, à quoi bon participer? Je sais que ça va à l'encontre de l'esprit de Coubertin, mais pour autant, c'est comme ça que ça se passe en sport de haut niveau. Le but, c'est pas juste de participer. Le but, c'est d'y aller pour gagner. Je dis pas, si tous les compétiteurs sont déçus quand ils perdent, c'est problématique, vraiment très déçus. Je veux dire par là, genre en mode on arrête la compétition, c'est problématique. Mais pour autant, tous les compétiteurs qui rentrent dans une compétition
bah, ils doivent y aller pour gagner, sinon ça sert à quoi? Attention, hein, je dis pas ça sert à quoi de faire son sport, son art martial, etc. Non, non, je dis ça sert à quoi de se lancer dans une compétition si on ne peut pas au minimum gagner dans sa tête. Je suis pas là pour calculer qui je vais prendre, je suis là pour aller chercher les premiers points. J'ai envie de briller encore à Tokyo, aux Jeux Olympiques, avant de voir Paris 2024 et de tourner la page définitivement sur ma carrière. Il n'y a pas eu de point de stress? Le stress, il y en a eu, il y en aura toujours. Je suis un petit peu dégoûté pour lui qui a eu le Covid parce que j'aurais bien aimé qu'il pète tout au JO pour une dernière fois. Bon, peut-être qu'il va prolonger du coup d'1 an, mais 1 an, quand on arrive à son niveau, bon, ça lui donnera plus de temps de préparation, hein. Mais ça peut aussi jouer contre lui. Je le revoyais depuis qu'il avait repris l'entraînement. Ah ouais, son père aussi, hein, il est costaud quand même, hein. Je sais pas quel âge il a, mais solide, hein, le papa. Teddy s'apprête à faire son retour en compétition. Ça, c'est mon repère mental, c'est mon anti-stress. Waouh, il y a de la bouffe. Mais en même temps, quand on voit tout ce qu'il a mangé avant, il mange son poulet, machin, etc. Le jour de la compétition, avoir ça, c'est rien en fait. Et tant mieux si ça lui permet d'avoir son anti-stress, et tant mieux si ça lui permet de comment dire, de mieux gérer la compétition. L'important c'est son mental. L'important c'est pas s'il va prendre 1, 2, 3 kilos pendant la compétition, même s'il bouffe tous ces paquets là, c'est qu'il gagne. C'est fou de voir quand même le nombre de personnes qui travaillent avec lui. Pour créer un athlète de légende, il faut une équipe totale. En fait, on s'en rend pas compte comme ça, mais on se fait pas tout seul. Il y a que, c'est une légende, le côté le guerrier solitaire, machin, qui va battre tout le monde. Maintenant, dans le monde du sport, à l'heure actuelle, c'est comme, j'oserais dire une écurie en fait complète, comme pour les voitures ou quoi que ce soit. On a quelqu'un qui est là juste pour faire la pression des pneus, on a quelqu'un qui est là juste pour faire telle ou telle chose, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça doit se passer. Si on veut avoir le plus performant, il faut des spécialistes sur tout. Tous les athlètes de très haut niveau sont à la base des enfants précoces, ce qu'on appelle les surdoués, etc. Donc lui, il est arrivé à 14 ans et demi sur le tapis en disant « je vois un psy et je vais y retourner ». Et il a dit à tout le monde. Tous les athlètes de haut niveau sont des enfants précoces? J'émets quelques doutes là-dessus, hein. Même si les sportifs sont beaucoup plus intelligents qu'on peut le penser, hein, je pense qu'il faut éviter d'être dans une... Parce que enfant précoce, ça fait référence juste au QI, d'accord, à l'intelligence logico-mathématique. Et s'il est vrai que dans certains sports, on a vraiment besoin d'avoir une intelligence logico-mathématique, je ne suis pas sûr que Usain Bolt ait vraiment besoin de ce type d'intelligence. En judo, oui. Dans le reste, voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger et dire que quelqu'un n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas un haut QI. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de choses qui font que on peut dire qu'un athlète de haut niveau est très intelligent. De là à dire que c'est un enfant précoce, donc qui ne fait encore une fois référence qu'au QI, j'émettrais des doutes. Avant, un Teddy, en 3 secondes, il était à 100% sur son adversaire. Là, ce qu'on voyait au fur et à mesure, c'est qu'il mettait du temps dans son combat, qu'il mettait du temps pour se relever, qu'il mettait du temps pour finir ses matchs, et ça passe quand même. Ça, c'est important aussi à noter. C'est que un athlète, tout au long de sa vie, il ne pourra pas avoir les mêmes stratégies. Parce que justement, on vieillit, parce qu'on n'a pas la même expérience qui s'accumule, etc. Et il ne faut pas sous-estimer les athlètes qui vieillissent. Ça peut sembler bête, hein, dit comme ça. Évidemment que tu vas accumuler de l'expérience au fur et à mesure que tu vas vieillir et avoir justement plus de combats derrière toi, plus de compétition. Mais souvent, on a tendance dans la société à mettre la jeunesse sur un piédestal. Là, pour le coup, oui, ok, il aurait été plus explosif, plus réactif, etc. Mais on voit qu'il s'en sort et que, bon, même si on essaie de dramatiser ça avec le documentaire, il n'a pas l'air non plus de galérer des masses. Ça, c'est intéressant au niveau des avant-bras, en fait. Il se fait masser au niveau des avant-bras parce qu'il doit attraper fort. Et j'ai fait dans une vidéo récente, j'ai expliqué que les automassages entre les séries, c'était peut-être pas le top pour avoir de la force, mais je pense que les avant-bras, c'est un petit peu particulier, parce que les avant-bras, quand on les contracte en isométrie et ils tétanisent. Et vraiment, c'est le phénomène des bouteilles en escalade, on appelle ça avoir les bras en bouteille, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et du coup, franchement, dans ce genre de cas-là, je pense qu'il vaut mieux tout faire pour essayer de détendre les muscles, parce que un muscle tétanisé, c'est un muscle qui n'est bon à rien. Donc,
quitte à perdre, on va dire, de la force, au moins en avoir de la disponible. Il se permet, une fois qu'il a gagné, de rigoler et de caresser les cheveux de son adversaire. La soumission ultime, le japonais, il doit être dégoûté. Il le montre pas, mais il doit être dégoûté, quoi. T'as ton adversaire qui vient de te battre, et après il te passe la main dans les cheveux en mode « Ouais, bon garçon ». L'hyprasensibilité est une des caractéristiques des athlètes de très haut niveau, sont liées à la précocité, à l'intelligence émotionnelle. Ce qu'il faut entendre dans hyprasensibilité, c'est le mot sens. Tout est en éveil. Ouais, alors là, la psy... Enfin, c'est possible hein, que ça s'applique à Teddy Riner, voilà. Mais, encore une fois, la généralisation hyprasensible, supra-intelligent. Bon, les athlètes, super, hein, ce sont des athlètes, quoi. Ils réussissent des choses incroyables. De là à dire, waouh, ils sont excellents sur tous les plans. Bon, faut se calmer, quoi. Hein. Il y a autant d'athlètes de haut niveau qu'il y a de profils. Lui, il est probablement précoce et probablement très sensible. Voilà. Pas tous les athlètes. En fait, dans la personnalité de Teddy Riner aujourd'hui, c'est il veut dépasser les normes, en fait, naturellement. Il veut pas être normal comme toi et moi. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est toujours passer au-dessus. Il va pas faire un match de foot juste pour rigoler. C'est pour gagner. Il va pas faire de marche parce que c'est pour le cardio. C'est aussi, il veut gagner. Et c'est quelqu'un qui a 150 kilos. Il fait des sprints comme quelqu'un qui a fait 100 kilos. C'est parce que dans son tête, il décide de faire et il fait. C'est la différence de tout. Ça, je pense que en revanche, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, en fait. L'hypracompétitivité. Pardon. Ouf, je perds encore mes mots, mais je pense que c'est parce que je viens de tourner une autre grosse vidéo et c'est pour ça. Bref, l'hypracompétitivité, c'est difficile de le garder dans la vie de tous les jours sans se sentir détruit. Parce que si tu es ultra combatif comme ça, si tu as envie de toujours gagner, dès le moment où tu perds, ça peut être une cascade. Et pourtant, lui, ça a l'air de lui réussir. C'est pas facile, hein. À ce moment-là, il est en stage au Japon, stage technique. Ah d'accord, dévalisez pas. Ouais, salut les gars. Mais jamais dans le même hôtel, que ce soit en stage ou en compétition. Comme lui, il est au boulot et nous en vacances, on ne peut pas être au même endroit. Donc il fait des petites exceptions, il s'esquive un peu, il raccourcit ses siestes, il fait 1 heure de route pour venir nous voir tous les jours. C'est un peu comme s'il nous faisait découvrir une des facettes de son histoire. Ça mon pote? Bisous. Ça va mon gars? J'adore, grave. Ça, c'est important aussi dans la préparation mentale d'un athlète. Je sais, on va parler beaucoup de préparation mentale. J'ai l'impression que le documentaire est plutôt axé préparation mentale du coup. C'est que, en gros, c'est un concept qui dit que pour être préparé mentalement, tu dois pas que avoir la compétition dans ta vie. Tu dois avoir en fait plein de piliers comme ça. Alors, tes hobbies, tes amis, ta famille. Et en fait, en ayant ces piliers-là, tu réussis à créer quelque chose de stable qui va te supporter quand tu vas commencer à avoir de la pression psychologique qui va rentrer à fond quand tu vas justement devoir rentrer en compétition. Et c'est pas bête parce que c'est encore une fois un cliché. On se dit que oui, le gars il vit pour la compète, etc. Quand tu vis pour la compète, quand tu ne vis qu'avec un seul objectif, et j'en ai connu en kendo des gens qui font ça, tu finis soit déprimé, soit par pas atteindre tes objectifs. Et ça revient un petit peu au même parce que si tu n'atteins pas tes objectifs, tu déprimes. Il a 5 ans, son gosse. 5 ans, il fait cette taille-là. C'est bien plus grand que tous ses amis à l'école et tout. Que les enfants disent. On dirait un mec qui a redoublé 8 fois. Parce que lorsqu'il a commencé à faire du judo, je lui ai dit, regarde, t'es plus grand que tu peux les jeter comme tu veux. Et je lui ai envoyé des petits messages, tu le regardes dans les yeux. Faut pas le perdre de vue, il faut jamais changer ton regard et tout. Quand tu voyais débarquer un type comme ça dans ton cours de judo, tu devais pleurer. Tu devais être en mode, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Pourquoi moi? Avant de quitter le Japon, Teddy veut emmener sa famille. Ah, le Meiji Jingu. Celui-là, waouh. C'est impressionnant. C'est un parc, en fait, qui est au centre de Tokyo. Et on a vraiment l'impression que c'est tout préservé, quoi. Je vivais vraiment pas loin quand j'étais au Japon pendant 5 mois. J'étais à Shinjuku, qui est vraiment pas loin du Meiji Jingu. Je pouvais y aller à pied. La claque que c'est. D'ailleurs, il y a même un truc français là-bas. Enfin, en gros, ils ont mis des tonneaux de saké japonais, forcément saké japonais, hein, en face de vin de Bourgogne en France. Et ça fait une espèce d'installation, c'est sympa, ça fait
semi-traditionnel. Et au centre, il y a un temple, hein, justement, qu'on voit là sur l'image, qui est, comment dire, interdit, théoriquement, c'est interdit de prendre des photos. Donc, ça fait vraiment très traditionnel. Si vraiment vous allez un jour à Tokyo, c'est incontournable. C'est plus incontournable pour moi que le temple d'Asakusa qui fait beau sur les photos, mais qui en vrai, pas ultra imposant. Là, allez-y. On verra. Je reviendrai après les Jeux de Tokyo. Je vous remercie. Tu vois le vent? Franchement, heureusement que c'est pas sorti au jour le jour, ce documentaire-là, parce que je pense qu'il y en aurait beaucoup qui seraient allés chercher le truc de Teddy pour le revendre. Hein. D'ailleurs, vous savez pourquoi est-ce que le Brésil, comme ça, hein, je le dis parce que son adversaire là est brésilien, pourquoi le Brésil, ça marche très bien pour eux pour tout ce qui est arts martiaux japonais, le jiu-jitsu brésilien, même en kendo, il y a des gens très forts. Bah, en fait, c'est simple, c'est le pays où il y a la plus grosse communauté japonaise en dehors du Japon. En tout cas, c'était le cas, je sais plus si c'est le cas maintenant, mais c'est connu pour ça en fait. Les Japonais, avant, ils immigraient pour aller au Brésil. Je dis parfois la victoire est une vilaine menteuse parce que elle met que le résultat en avant, mais pas les moyens qu'on a mis en œuvre pour les obtenir. Et en fait, elle te dit, bah, change rien, mon coco, t'es dans le vrai, t'as encore gagné. Regarde, la terre s'est pas arrêtée de tourner, les autres n'ont pas évolué assez fort pour te faire douter, pour te faire bouger. Ça l'a pas conforté dans l'idée qu'il fallait peut-être un petit peu. Ouais. Ah, ça, il a bien raison. Le problème quand tu gagnes, enfin, ils le disent hein, depuis le début du documentaire, mais faut en être conscient, c'est beaucoup plus difficile de défendre son titre que de l'obtenir. C'est tout bête en fait. Si jamais tu as gagné, tu sais pas vraiment ce qu'il faut que tu fasses pour devenir meilleur. Mais quand tu vois quelqu'un qui est le champion en place, bah, au bout d'un moment, les gens l'étudient et puis ils savent en fait qu'il faut faire telle ou telle chose pour le battre et puis qu'il faut aller juste plus haut que ce niveau-là. C'est pour ça qu'en fait, les records tombent petit à petit. On n'a pas, même par exemple, on peut parler des strongmen, etc. Bon, bah avant, tout le monde aurait pensé qu'un deadlift à 500 kg, c'était impossible. Et puis, petit à petit, bah, les gens arrivent à 501, 502, 503. Quand les gens commencent à voir que c'est possible, surpasser le niveau devient plus tangible. Et ça peut d'ailleurs fonctionner aussi en musculation. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que quand tu as un partenaire d'entraînement, eh ben, tu réussis à faire en règle générale, parce que tu as envie de te tirer la bourre et de faire mieux que lui, eh bien tu fais beaucoup mieux en termes de répétition réserve, de proximité à l'échec, même de répétition jusqu'à l'échec, que si tu étais tout seul. Mais je respire pas. Avec une côte fracturée, il est tranquille comme ça. Il doit avoir une résistance à la douleur de malade, ce gars-là. C'est chiant parce que j'étais à un très bon niveau. Du coup, j'ai tout les salé, le poids. Je mange mal. Là, dès que je suis blessé, c'est ça. C'est là-dessus. Heureusement, en fait. C'est un mécanisme, je pense, de défense de son corps que de se mettre à mal manger, entre guillemets, dès qu'il se blesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a plus de disponibilité énergétique. Bah, quand tu manges beaucoup, en fait, derrière, tu as plus d'énergie, forcément. Et donc, bah, ton corps peut mettre plus d'énergie à réparer. Donc, je pense qu'il s'en rend peut-être pas compte ou voilà, mais le fait en fait d'être en détresse psychologique, ça le fait plus manger, qui l'aide à plus réparer. Alors, bien sûr, hein, ça ne doit pas avoir une incidence extraordinaire et peut-être qu'il n'aurait pas besoin d'auto-manger pour se réparer, mais toujours est-il que c'est préférable que ce soit l'inverse, qu'ils se mettent à déprimer et à plus rien bouffer. Parce que là tu mets 2 stress d'affilée sur ton organisme, quoi. Problématique. Il a un vrai rapport émotionnel avec le sucre. Même si c'est pas une maîtresse, le sucre. Enfin, c'est une vraie histoire. Amour, haine, passion, c'est très compliqué. Quand même une sacrée tendance à l'embonpoint. Au même titre qu'il est... Normal. Génial. Les athlètes, ils ont besoin de sucre pour performer, en fait. C'est cette espèce de mode en ce moment qui a tendance à dire « Oui, oulala, il faut pas prendre de sucre, c'est pas bon pour la santé ». C'est un athlète de haut niveau. Super. Génial qu'ils prennent du sucre. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il peut faire pour son organisme. Alors, non, c'est pas vrai. Ça dépend de la forme de sucre et il faut qu'il prenne d'autres trucs à côté. Mais j'en ai marre qu'on diabolise le sucre. On peut le dire. Jamais... Allez, je peux compter. Attends, c'est Thierry Henry, lui? J'ai pas suivi. Du coup, ce serait le début d'une blague, quoi, limite. Teddy Riner, Tony Parker et Thierry Henry. Tranquille.
C'est difficile à gérer parce que tu sais qu'il s'est construit aussi grâce à ça, tu sais qu'il a besoin de ça, tu sais que s'il est capable de se donner 3-4 heures d'entraînement par jour, c'est parce que dans sa vie, il est excité aussi par tout ce qui se passe au quotidien, parce qu'il fait plein de choses super intéressantes. Donc cet équilibre-là, il est super important. Si demain tu dis à Teddy, mais non, c'est que du judo pendant 6 mois, t'arrêtes tout le business, t'arrêtes tes rendez-vous, tes machins, des trucs, mais tu lui dis ça, mais le mec il meurt à petit feu. Il va plonger. C'est sûr que le judo il va plonger. Ils sont forts, hein. Ils sont forts parce que c'est vraiment en termes de prépa physique, enfin prépa mentale du coup, c'est vraiment ça. Hein. Si t'es trop monotone dans ton entraînement, d'ailleurs la monotonie c'est un facteur de surentraînement énorme en fait. On pourrait penser que non, mais si dans toute ta vie et aussi en particulier dans l'entraînement, tu es trop monotone et que tu fais trop les mêmes choses tout le temps, en règle générale, le corps humain n'est pas fait, l'esprit humain n'est pas fait pour toujours faire les mêmes choses et sans stimulation. Franchement, c'est un bon docu, hein, je trouve. Même les mains, je comprends pas son truc. Je l'ai, il fait rien. Je peux pas faire ma réaction croisée. Je termine une séquence. La séquence d'après, le mec il fait une tour à tête, mais je suis dans c'est un truc de ouf. Te laisse pas appuyer, ça sert à rien. Même si t'es énervé, tu sais que toi c'est le coup de sang qui marche. C'est difficile, hein, quand tu es dans cette position-là et que, en gros, tu sais que ton athlète, il n'est pas au meilleur de sa forme et c'est plus la forme de ton athlète, enfin c'est plus la faute pardon de ton athlète qui est déterminante là et pas la faute du type en face, mais que tu peux pas le dire en fait parce que si jamais tu lui dis, il va perdre confiance en lui ou il va s'énerver et il sera pas dans les bonnes conditions. Là c'est pas facile le taf de prépa physique, hein. Là le coach t'es en galère. Oh. Je sais pas à quel point ça me décharge les épaules. C'est bon. Ouf. Tiens, c'est charge aussi. Ça fait bizarre quand même. Ah oui, bien, Le pire, c'est ce qui va en haut de la montagne, t'es bien tombé de la montagne, bien sûr. Non, je suis pas tombé. Non, mais j'ai trébuché. Je suis toujours là. Ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça l'a remis dans la position de challenger. Ça veut dire que là, en fait, finalement, ce qu'il voit, c'est Kageura, son opposant, comme quelqu'un qui l'a battu et qu'il faut redétrôner. Et tous les gens du judo à l'échelle mondiale voient Teddy Riner comme une menace, mais voient peut-être Kageura comme quelqu'un d'encore plus fort. Et comme il dit, ça le décharge au niveau de ses épaules. C'est à nouveau un challenger, quoi. Je pense qu'il va donner, s'il arrive à faire les JO à cause du corona, etc., je pense qu'il a de bonnes chances de l'emporter. Ça, je l'ai fait aussi. Courir dans les escaliers pour le confinement. Je suis un petit peu un Teddy Riner, quoi. je me permettrais même pas la blague. Comment il va? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait un Skype en même temps qu'il s'entraîne. On dirait Eurotraining, là. Le truc dans Malcolm. C'est dans Malcolm? Je suis pas sûr. Ce mec est imprévisible tout le temps, parce que là il se fait un confinement tout seul, à une séance de physique par jour où il lâche rien 6 jours sur 7, et parfois il double les séances, il en fait l'après-midi. Il est pas si imprévisible que ça hein, à ce niveau-là, parce que en vrai, bon, s'il a l'habitude de bouger, c'était soit ça, soit il foutait vraiment rien. Et franchement, c'est quand même un athlète quoi. Voilà quoi. Ok, bon bah. En simple, en bref, parce que il faut que j'aille me coucher, bordel, il est minuit là, j'ai tourné 2 vidéos à partir de 21h, bon, donc bon. Bref, du coup je disais, en bref, je pense que c'était un bon documentaire. Enfin voilà, je vois pas vraiment pourquoi Rudy a pété son câble. Enfin, pété son câble, j'abuse, encore une fois, en plus je suis fatigué, donc je dis un peu de la merde, mais... Franchement, il n'y avait pas vraiment de motif à dire que c'était pas un athlète. Oui, au départ, il a eu 1 an de césure. Voilà, hein, quelquefois, il faut s'occuper d'autre chose dans la vie que juste de faire son art martial, son sport. En dehors de ça, j'ai vu un mec surmotivé qui faisait beaucoup de choses à côté en plus. Et quelqu'un qui, mentalement, a dû se remettre dedans, quoi. Donc, j'ai hâte de voir Teddy Riner en compétition pour les prochains JO et j'espère qu'il va les gagner parce que ça ferait quand même quelque chose de sympa pour la France. Sur ce, pense comme d'habitude à t'abonner, liker, partager, commenter. Il y a mon Utip, mon Tipeee, mon Insta. Bref, la routine habituelle. Prends soin de toi et à la prochaine. J'ai qu'une envie, c'est dormir.